Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose de faire ensemble la prépa du TP numéro 5. Donc dans le premier exercice, on me demande en fait de tracer le champ gradient d'une fonction f. Donc la fonction f ici elle est donnée, donc c'est 1 demi x moins y le tout au carré. Donc pour calculer mon gradient, je vais devoir calculer les dérivées partielles. Donc ici, je vais commencer d'abord par calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc ici, si je le fais, je dois dériver ici ma fonction. Donc je vais dire que ceci, c'est la fonction u au carré. Donc en fait, je vais dériver u au carré. Et ensuite, je vais multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc en fait, ici, c'est une dérivée en chaîne. Donc ici, si je le fais, je vais commencer par recopier mon 1 demi. Donc ensuite, je vais dériver u au carré. Quand on dérive u au carré, ça fait 2 fois u. Donc c'est pour ça que j'ai le terme ici en bleu qui est en commun. Donc 2 fois x moins y. Et c'est une dérivée en chaîne. Donc je dois encore multiplier ça par la dérivée de ce que j'ai à l'intérieur. Attention que là, c'est bien une dérivée partielle, étant donné que ma fonction u dépend de x et de y. Donc là, je vais avoir la dérivée par rapport à x qui va du coup me donner 1. Là, la dérivée par rapport à y va me donner moins 1. Et donc maintenant, je vais pouvoir simplement remplacer dans mon gradient. Alors ici, c'est bien une fonction de deux variables. Donc en réalité, je n'ai pas de terme en z. Donc là, ce que j'obtiens, c'est que mon vecteur gradient, en fait, c'est x moins y fois i. Et ici, je vais avoir moins x moins y fois j. Alors maintenant, c'est là que ça se complique un petit peu. On me demande maintenant, petit b, de le tracer. Donc on me demande ici d'esquisser en représentant ici quelques vecteurs. Alors déjà, pour commencer, je remarque un truc qui est intéressant, c'est que si x est égal à y, mon gradient, c'est le vecteur nul. Donc ça veut dire que sur la droite, x est égal à y, en fait, j'ai pas de vecteur. D'accord? Parce que je vais avoir du coup ici, donc si x est égal à y, mon gradient, ça devient 0, 0, et ça, du coup, c'est bien le vecteur nul. Ensuite, il faut regarder qu'est-ce qui se passe en fait, lorsque je vais être au-dessus de ma droite. Alors maintenant, il faut bien distinguer trois cas particuliers. Donc si y est égal à x, c'est la droite en orange, mon gradient, c'est le vecteur nul. Donc si j'ai y est plus grand que x, je suis au-dessus de la droite, d'accord? Puisque quand c'était égal, j'étais sur la droite. Quand y est plus grand que x, je suis au-dessus de la droite, y est égal à x. Donc là, c'est mon cas en rouge. Donc qu'est-ce que je vois? Si y est plus grand que x, si y est plus grand que x, la composante en x de mon gradient est négative. Donc je sais que en x, je vais aller vers la gauche. Ensuite, je vois quoi? Que la composante en y de mon gradient va être positive. Moins moins, ça fait bien plus. Donc ça va être positif en y, négatif en x. Donc en fait, mon champ gradient ressemble à ceci quand je vais être au-dessus de la droite. D'accord? Et il faut continuer comme ça à l'infini. Ensuite, je vais prendre le cas en jaune. Le cas en jaune, il me dit, c'est si y est plus petit que x. Alors si y est plus petit que x, la composante en x ici va être positive, donc je vais aller vers la droite. Et la composante en y ici, alors là, il faut réfléchir. Donc j'ai y plus petit que x. Donc ça, maintenant, c'est positif, mais j'ai un moins devant, du coup, c'est négatif. Donc en fait, mes vecteurs vont être comme ceci. Et donc en fait, je vais avoir plein de vecteurs comme ça à 45 degrés, puisque j'ai x et y, j'ai pas de coefficient devant. Donc je vais avoir ici des vecteurs comme ceci alignés. Donc là, je viens de dessiner mon champ vectoriel gradient. Et donc maintenant, l'idée, en fait, c'est que grâce à ce champ vectoriel, ça me permet de savoir quel est le chemin que je dois emprunter en fait, pour monter le plus rapidement ma fonction. Alors, dans le second exercice, on me demande de calculer le travail, ici, d'un champ vectoriel. Donc on sait que le travail, ce sera l'intégrale de f fois le déplacement. Donc la première étape, comme d'habitude, c'est d'abord de paramétriser justement ce déplacement, donc de paramétriser la courbe C. Donc ici, on me dit que c'est un segment de droite, donc ici, je vais devoir paramétriser un segment de droite. Donc on se souvient qu'on avait vu en cours que du coup, pour paramétriser une droite,
Donc d'abord, j'avais besoin d'un vecteur R0. Donc ce vecteur R0, je le trouvais grâce à un point P0 qui était donné dans l'énoncé. Et donc une fois que j'ai mon vecteur R0, qui est un vecteur position, pour atteindre maintenant n'importe quel point, je dois faire R0 plus un vecteur directeur de ma courbe. Donc je vais mettre ici en rouge. Donc ici, je vais avoir un vecteur directeur de ma courbe. Donc ce vecteur directeur, bah en fait, on l'avait appelé V. Donc on avait dit que le vecteur directeur, c'était un vecteur V comme ceci. Et donc ici, j'avais quoi? J'avais T fois V, c'est-à-dire un certain nombre de fois mon vecteur directeur V. Donc pour trouver V, comment est-ce qu'on faisait? Ben, on avait besoin d'un second point P1. Grâce à ce point P1, ben, du coup, je peux faire en faisant le vecteur d'arrivée moins le vecteur de départ. Ça permettait du coup de trouver mon vecteur ici, directeur. Donc en conclusion, mon vecteur R c'est quoi? C'est le vecteur qui part de l'origine jusqu'à mon point P. Donc ici, ça c'est le point P que je cherche à trouver en paramétrique. Donc là, en vert, j'ai mon vecteur R. R, c'est égal du coup à R0. Donc là, c'est les coordonnées du premier point, auquel je vais rajouter un certain nombre de fois, donc T fois le vecteur V, qui était du coup un vecteur unitaire. Alors, sauf que ce vecteur V, ben, en pratique, comment est-ce qu'on calculait? C'était R1 moins R0. D'accord? Donc V, c'était R1 moins R0. Donc pour ça, il me fallait du coup un point qui appartenait. Donc peut-être pour que ce soit plus clair, je vais vraiment définir plusieurs vecteurs, comme ça on ne s'embrouille pas. Le vecteur V, donc je vais juste effacer le truc en rouge ici, hop. Mon vecteur V, il faut se dire qu'il part de P0 jusqu'à un point P1, et pour que ce soit beaucoup plus clair, P1 je vais mettre ici. D'accord? Donc là, c'est deux points qui sont donnés. Et maintenant, mon vecteur P en bleu, je vais être le plus général possible. Donc là, en bleu, c'est mon vecteur P. Donc comme ça, ici, je me retrouve avec le point P. Ça, c'est le point P0. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, en fait, j'ai le point d'arrivée moins le point de départ. D'accord? Donc comme ça, ici, j'ai bien la paramétrisation de n'importe quel point P de coordonnées x, y, z appartenant ici à ma droite. Donc ça, c'était une manière de faire. Alors, je vais les réécrire un peu différemment, mais même si fondamentalement c'est la même chose. Donc, je vais les réécrire. Je vais dire ici que j'ai R qui est égal à R0 plus T R1 moins R0. Donc, en fait, je peux distribuer le T ici. Et je me retrouve avec R0 plus T R1 moins T R0. Et maintenant, le R0, je peux mettre en évidence. Donc, je vais ici avoir, pour finir, 1 moins T multiplié par R0 plus T fois R1. Et donc ça, du coup, c'est la paramétrisation d'un segment de droite. D'accord? Et maintenant, ben, T, il va varier de 0 jusqu'à 1. D'accord? Donc quand je vais avoir 0, je vais être au tout début. Et quand j'aurai, du coup, quand T est égal à 1, je serai à la fin. D'accord? Donc T varie de 0 jusqu'à 1. Donc là, attention qu'il faut bien distinguer les choses. J'ai ma paramétrisation qui est générale, mais moi, je veux uniquement un segment de droite. D'accord? Donc si je veux un segment de droite, alors automatiquement, je vais bien prendre un point initial, P0, et un point final, P1. Et alors mon point P, ben en fait, j'ai pris ici T qui varie de 0 à 1. Comme ça, mon point P, il n'est pas n'importe où. Mon point P va se retrouver entre P0 et P1. Donc si je ne prends pas cette condition ici, de 0 jusqu'à 1, mon point P, il vaut ce qu'il veut. Mais là, par contre, si je prends bien T qui vaut de 0 à 1, mon point P est compris entre P0 et P1. Donc là, j'ai bien paramétrisé mon segment de droite entre P0 qui est ici et P1 qui est là. D'accord? Et du coup, maintenant, j'ai l'équation de tous les points P qui sont entre les deux. Bien, bah, du coup, on va pouvoir commencer l'exercice. Hein. J'applique ma formule avec ici mon point P0, mon point P1. J'insiste sur le fait que T varie de 0 à 1, comme ça je suis entre les points. Parce que si T varie, si T est sur R, ben, du coup j'ai vraiment toute ma droite.
Maintenant, je vais juste ici à distribuer à l'intérieur et à tout rassembler. Et je tombe du coup sur la paramétrisation du coup de mon segment de droite. Alors maintenant, du coup, je vais appliquer ici mon intégrale. Alors, première chose d'abord, mon champ vectoriel f, il est partout dans l'espace. Donc si je dois dessiner mon champ f, ben en fait c'est un champ qui est comme ça dans l'espace. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir tout mon champ, j'ai envie d'avoir uniquement la partie du champ qui est justement sur le segment de droite. Donc si vous voulez visuellement, moi ce que je veux, c'est juste cette partie-là du champ. Donc si là, j'ai mon segment de droite, moi je veux juste avoir ce vecteur-ci et ce vecteur-là. Donc pour avoir uniquement les vecteurs ici en jaune, comment est-ce que je vais faire? Je vais injecter ma paramétrisation à l'intérieur de mon champ vectoriel. Donc si vous voulez visuellement, là du coup j'ai mon champ vectoriel qui dépend de x, y, z, qui est égal à x moins y carré, y moins z carré, z moins s carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais injecter la paramétrisation ici en jaune à l'intérieur. Donc, si vous voulez, je fais un croisement. Comme ça, vu que je vais respecter ici l'équation de mon champ vectoriel, je serai bien ici, mon champ vectoriel ici en jaune. Et comme j'ai injecté la paramétrisation de la droite, ce sont bien les vecteurs qui sont sur la droite. Okay, donc là, maintenant, je vais injecter ma paramétrisation. Hein, et donc, du coup, je vais avoir mon champ vectoriel paramétrisé. Donc, je change de couleur ici, je suis en orange. Je vais avoir du coup mon champ vectoriel en fonction de R de t. Et donc là, je vais injecter ma paramétrisation. Donc si je l'injecte et que je simplifie, ben à la fin, je vais avoir ici 2t moins t carré, moins t carré plus 3t, et 1 moins t moins 4t carré. Et donc ça, du coup, ça va être mon champ vectoriel paramétrisé. Donc visuellement, c'est uniquement les vecteurs qui vont être selon ma courbe. Alors maintenant, je vais calculer mon travail. Pour calculer le travail, c'est l'intégrale de f fois dr. J'ai bien ici donc, mon champ vectoriel paramétrisé. Pour calculer mon dr, il y avait une astuce, hein, il fallait calculer dr sur dt. Alors r, je l'ai ici en haut. Donc maintenant, je vais calculer ici la dérivée de r par rapport à t. Je vais me retrouver avec du coup 2, 1, moins 1. Donc 2, 1 et moins 1, je vais les réécrire proprement. Hop. Et donc maintenant, je peux exprimer dr en fonction de dt. Donc je sais que dr, ce sera du coup 2, 1, moins 1 fois dt. Donc parfait, maintenant j'ai mon dr, j'ai mon champ vectoriel paramétrisé, et maintenant j'ai juste à calculer l'intégrale du produit scalaire. Alors faisons-le. Donc ici j'ai bien mon champ vectoriel paramétrisé. Donc ceci, c'est mon champ vectoriel f dans lequel j'ai injecté la paramétrisation r de t. Cette paramétrisation, c'était du coup mon segment de droite, hein, et je vous ai démontré comment est-ce qu'on le trouvait. Donc segment de droite. Je fais ça en produit scalaire avec mon dr. Alors je rappelle que du coup dr, ben, j'ai d'abord calculé dr sur dt. Donc c'était ceci fois dt. Donc ici, en fait, j'ai mon dr. Et donc maintenant, c'est un produit scalaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première composante fois 2, la seconde composante fois 1, et la dernière composante fois moins 1. Donc je mets une somme, et donc si je le fais et que je simplifie, donc je l'ai fait ici sur ma feuille de brouillon, j'ai trouvé t carré plus 8t moins 2 dt. Alors là, maintenant, il nous faut des bornes. D'accord? Alors c'est là que je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Si je prends t sur R, j'ai toute ma droite. C'est pour ça que moi, j'ai dû imposer une condition, c'est que t varie de 0 à 1. Et si je le fais, je me rends compte que du coup, R va bien aller de mon point P0 jusqu'à mon point P1. Ok, donc ici, mes bornes, c'est t qui varie de 0 jusqu'à 1.
Et bien là, grosso modo, mon exercice est terminé, hein. Donc là, t varie de 0 à 1. Et là, je me retrouve avec une intégrale relativement simple, hein. Donc ici, je me retrouve avec t cube sur 3 plus 4t carré moins 2t, avec des bandes de 0 à 1. Et donc, je l'ai fait ici sur ma feuille de brouillon, ça fait 7 tiers. Donc voilà, donc ici, pour résumer un petit peu, donc ici, écrivez ça sur un coin de votre feuille. Étape numéro 1, on paramétrise la courbe. Donc ici, la courbe, on me dit que c'est une ligne, enfin c'est un segment de droite. Donc étape numéro 1, on a paramétrisé la courbe. Alors, dans l'étape numéro 1, il ne faut pas oublier de déjà anticiper pour avoir des bornes. Étape numéro 2, on injecte cette paramétrisation dans le champ vectoriel de base. Comme ça, j'ai la partie du champ qui est alignée avec la courbe. Ensuite, étape suivante, il fallait calculer le dr. Donc pour ça, on calcule dr sur dt. D'accord? Dr sur dt, on a calculé le lien entre dr et dt. Et pour finir, je calcule l'intégrale de mon produit scalaire. D'accord? Avec les bornes que j'ai trouvées précédemment. Alors, il me reste un tout dernier exercice à faire. Alors, cet exo, il est en deux parties. Donc ici, on me donne un champ vectoriel qui, visiblement, est conservatif, hein, vu que j'ai ici mon champ vectoriel qui est égal à un gradient. Donc on me demande de calculer d'abord le petit f, c'est-à-dire quelle est cette fonction, justement, dont mon champ vectoriel est un gradient. Donc, première étape, je vais recopier ceci. Donc, mon champ vectoriel, c'est le gradient de f. Autrement dit, je vais avoir ici P, Q et R, qui sera égal du coup à la dérivée de f par rapport à x, dérivée de f par rapport à y, et par rapport à z. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une analogie. Donc je vais dire que la dérivée de f par rapport à x, ce sera égal du coup à p. P, où est-ce qu'il est? P, il est là. Donc f de x, ici, ça va être y carré z plus 2x z au carré. Donc, vous avez compris la logique ici pour le jaune. Je vais faire la même chose ici pour le rouge et pour le vert. Et une fois que c'est fait, ben, je me demande, qu'est-ce qu'on me demande dans l'énoncé? Dans mon énoncé, l'objectif, c'est de trouver petit f. Alors, j'ai pas petit f. Par contre, ce que j'ai, c'est la dérivée de f par rapport à x. Donc, étape numéro 1, je vais intégrer par rapport à x. Donc, comme ça, je vais trouver f. Donc, f, si j'intègre par rapport à x, ben, ça va me donner ici x, y carré, z, plus x au carré, z carré. Et ici, je vais me retrouver avec une constante. Et la constante, vu que j'ai intégré par rapport à x, elle dépend de tout le reste. C'est un peu ça l'idée des dérivées partielles, hein. C'est que vu que j'ai intégré par rapport à x, la constante qui reste, elle dépend de tout sauf de x. Donc c'est une fonction, hein, g de yz. Donc maintenant, mon nouvel objectif, c'est de calculer la fonction g. Et dès que j'aurai trouvé la fonction g, bah en fait, j'aurai trouvé la fonction f que je cherche. D'accord? Donc ça, c'est ce que je cherche. Pour ça, il me faut du coup mon g. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais maintenant prendre ma fonction f et je vais la dériver par rapport à y. Si je la dérive par rapport à y, je vais avoir ici fy qui va être égal à 2xyz plus la dérivée partielle en y de yz. Et pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est comparer le fy qui est là avec le fy que j'avais dès le début, grâce à mon analogie. Donc je vais venir comparer les deux. Ça m'apprend que j'ai donc la dérivée, donc en comparant les deux, je trouve que la dérivée en y de g, en fait, elle est égale à 0. Parce que là, j'ai 2xyz, et là, j'ai plus 0. Donc maintenant, j'ai mon g de y. Moi, ce que je veux, c'est pas g de y. Moi, ce que je veux, c'est mon g. Donc, si g de y est égal à 0, ça veut dire que g est une constante. Mais attention, une constante qui dépend de quoi? Donc, je rappelle que g dépend de yz. Donc, pour être rigoureux, je vais le noter. Donc, tac, hop. Donc, je sais que g dépend de y et de z. Donc, si j'intègre ceci par rapport à y,
Et donc je trouve que vu que g est égal, donc que la dérivée de g est égale à 0, c'est que g est une constante. Vu que j'ai intégré par rapport à y, ma constante, elle dépend de z. C'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, pour avoir le fil conducteur. Quand j'intégrais par rapport à x, ma constante dépendait de tout le reste, à savoir de y et de z. Donc si je prends la fonction qui est ici et que j'intègre par rapport à y, ma constante, elle dépend du reste, à savoir du coup de z. Donc g, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une fonction de z. D'accord? Donc là, du coup, j'ai avancé. Maintenant, j'ai mon g. Hein. Je peux l'injecter ici dans mon f, parce que je rappelle que de base, c'est f que je cherche. Donc je continue ici. Donc maintenant, je vais recopier. Hein. Donc je sais que f, donc je recopie ce qui est ici. F, c'est x, y carré z, plus x carré, z carré, plus du coup mon g. Et g, qu'est-ce que c'est? C'est une constante qui dépend de z. Donc maintenant, dernière étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver ceci par rapport à z. Pourquoi? Parce que ma constante, elle dépend de z. Donc si je la dérive par rapport à x ou à y, je vais avoir 0, et ce n'est pas le but. Donc j'ai maintenant la dérivée de f par rapport à z. Donc si je la calcule, je vais obtenir xy carré plus 2x carré fois z, plus la dérivée de h par rapport à z. Et à nouveau, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais comparer le fz qui est là avec le fz qui était là au début. Et donc, en comparant terme à terme, je me rends compte que du coup, h' de z est égal à 0. Et donc, à nouveau, si h' est égal à 0, c'est que h est une constante. D'accord? C'est aussi une constante qui dépend de rien du tout, hein, c'est juste une constante k. Donc, j'ai mon h. Vu que j'ai mon h, je peux le mettre ici. Et donc maintenant, je trouve du coup ma réponse. Hein. Je sais que f de x, y, z, c'est égal du coup à x carré, pardon, à x, y carré, z, plus x carré, z carré, plus k. Et alors pour finir, dans le point B, on me demande d'évaluer l'intégrale curviligne. Et alors là, du coup, je vais avoir deux options. Soit je calcule vraiment l'intégrale de f dr comme étant une intégrale curviligne, comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire en paramétrisant f et en prenant ici dr sur dt pour calculer mon dr. Donc ça, on l'a fait techniquement à l'exo précédent. Mais là, c'est plus simple. Je peux utiliser le théorème fondamental de l'intégration curviligne, qui me dit que l'intégrale d'un gradient, or, le champ vectoriel peut être écrit comme un gradient, et maintenant on a f. Hein. Donc maintenant, je vais pouvoir tout simplement faire que c'est la fonction au point final moins la fonction au point initial. D'accord? De par le théorème fondamental de l'intégration curviligne. Dans mon énoncé, on me donne ici la paramétrisation. Donc je sais que c'est un segment de droite. Et maintenant, enfin c'est pas forcément un segment de droite ici, donc c'est une paramétrisation. Et on me donne ici le point initial, le point final. Donc en fait, quand je vais mettre t est égal à 0, je vais obtenir le point initial. Et quand je vais avoir t est égal à 1, je vais obtenir du coup mon point final. Alors si je remplace ici, je trouve que mon point A, en fait, c'est le point 0, 1, 0. Mon point B, c'est le point 1, 2, 1. Et maintenant, de par le théorème fondamental, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est prendre la fonction au point final moins la fonction au point initial. Donc en gros, je vais calculer l'intégrale de f dr en prenant la fonction au point 1, 2, 1, moins la fonction au point 0, 1, 0. Et c'est quelle fonction que je vais prendre? C'est la fonction qu'on vient de calculer. D'accord? Donc la fonction dont le champ vectoriel est le gradient, en fait, je peux la prendre ici et juste faire ça au point final, moins ça au point initial. Et alors, si je le fais, je trouve que je vais avoir ici 4 plus 1 plus k, moins 0 moins k.
Et donc ici, je vais avoir du coup 5. Donc en fait, l'intégrale curviligne, elle est juste égale à 5.